Bonjour, je suis Isabelle Petit, psychothérapeute d'orientation psychanalytique. J'accompagne des personnes traversant des moments de vie difficiles à surmonter. En effet, nous sommes tous amenés un jour à traverser des phases compliquées suite à un décès, une séparation, des problèmes relationnels ou familiaux. Donc, j'ai eu l'envie de partager avec vous ce podcast. L'objectif étant de vous permettre de trouver quelques points de repère et d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous parlerons du deuil. Si vous avez perdu un être cher, vous savez à quel point cet épisode est difficile à surmonter. Selon les liens que nous avions avec le défunt, certains conflits peuvent apparaître et se cristalliser en créant des bouleversements considérables dans nos vies, notamment lorsque le décès est survenu de manière brutale ou suite à une maladie. Aussi, de quoi parle-t-on lorsqu'on utilise le terme de deuil? Comment procède-t-on pour surmonter cette épreuve? À quel moment le deuil est-il considéré comme compliqué ou pathologique? Comment agir si c'est le cas? Ce seront les questions abordées dans ce podcast. C'est parti! Le terme de deuil désigne à la fois le fait de perdre un être cher et la réaction à cette perte. Il s'accompagne d'une grande souffrance et peut constituer un véritable traumatisme pour l'endeuillé. Cependant, ce n'est ni un état morbide ni une maladie, mais une immense douleur. La perte est toujours consciente. On peut se sentir coupable suite au remords ou au sentiment ambivalent que l'on pouvait avoir vis-à-vis de la personne disparue. D'un point de vue psychanalytique, c'est un travail inconscient, donc involontaire. Ce travail vise à aimer autrement la personne disparue pour permettre de s'en détacher progressivement. Ainsi, on pourra réinvestir sa vie et ses relations. Ce processus se fait en réanimant la mémoire. En effet, la mémoire est inconsciente et est composée d'images. Donc, c'est en refigurant les images que le travail de deuil s'effectue. La douleur, quant à elle, serait due au travail de liaison et de déliaison avec les représentations que l'on avait vis-à-vis du défunt, selon Ginette Rimbaud. Par ailleurs, tout deuil réveille dans l'inconscient les traces du tout premier deuil, qui implique le renoncement auquel tout sujet est appelé, selon Charles Melman. Mais qu'en est-il des étapes traversées par l'endeuillé? La perte de l'être aimé met en évidence 3 phases. La première est un état de choc, de sidération. Durant cette période, on peut par exemple être hyperémotif, nier le décès. Ces sentiments permettent de cheminer et d'intégrer progressivement l'événement de la perte. Ils empêchent l'endeuillé d'être submergé. La colère et l'agressivité font partie de ce processus. Annie Dupéré, qui a perdu ses parents à l'âge de 8 ans et demi, dans un accident domestique, a écrit ceci. Je leur en veux d'avoir disparu si jeune, si beau, sans l'excuse de la maladie, sans même l'avoir voulu, si bêtement, quasiment par inadvertance. C'est impardonnable. Pour ce qui est de la seconde phase, repérée lors du travail inconscient du deuil, c'est celle d'un état de tristesse intense lié à l'événement. L'endeuillé prend alors conscience de la perte et y pense de manière constante. Il est submergé. Des symptômes dépressifs peuvent survenir, comme le fait d'être inhibé, d'être ralenti, de ne plus avoir envie de rien. On peut être particulièrement pessimiste et découragé, ce qui génère de l'anxiété et des perturbations au niveau de l'alimentation et du sommeil. Pour ce qui est de la dernière étape du deuil, elle correspond à se rappeler le défunt sans douleur excessive. L'endeuillé peut ainsi réinvestir sa vie. Ces 3 phases correspondent pour l'endeuillé à reconnaître d'une part la réalité de la perte. Par ailleurs, cela renforce les liens intérieurs avec le disparu. Et enfin, un travail sur la culpabilité par rapport à ce que l'on a pu penser ou faire vis-à-vis du défunt. Cependant, le deuil est aussi l'épreuve d'un irremplaçable. Face à la mort, nous sommes confrontés à quelque chose d'indicible. Jean Kelevitch a pu en dire ceci. De la mort, il n'y a rien à dire. Elle est l'autre, l'altérité absolue.
Rien, pas même le langage ne peut s'en approcher. Une expérience teintée d'une douleur ineffaçable, une cicatrice qui ne pourra pas se refermer. Annie Dupéré, dans Le Voile Noir, peut témoigner de cela. Je sais que ce que je dis est signe une fois pour toutes d'un anéantissement, une fois pour toutes. Je ne retrouverai jamais dans mon ressassement même que l'ultime reflet d'une parole absente à l'écriture. Le scandale de leur silence et de mon silence. J'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Finalement, une question en ressort. Et si l'on ne faisait pas son deuil? En effet, d'où vient cette injonction à faire son deuil? La société nous contraint à penser qu'un travail de deuil est nécessaire, qu'il doit se faire rapidement pour que l'endeuillé puisse réinvestir ses relations, son travail. Seulement, la vie ne sera plus jamais la même suite à la perte d'un être aimé. Jean-Bertrand de Pontalis a pu énoncer ceci par rapport à cette injonction à surmonter la perte. Qu'un travail de deuil s'effectue ou non en moi, soit. Que je gère mon deuil, que j'apprenne à négocier ma douleur, qu'on me prescrive un mode d'emploi, non. En effet, chacun vit la perte à sa manière, et selon les circonstances du décès, il est plus ou moins difficile de réaliser et d'accepter le départ de la personne aimée. Dans certaines circonstances, le défunt, par-delà la mort, sera en quelque sorte convoqué par l'endeuillé pour poursuivre le dialogue et finir le travail entamé de son vivant. On peut dire que quand le processus inconscient du deuil ne s'effectue pas, il est traumatique. Traumatique car il fait effraction en immobilisant le corps, la mémoire et la psyché. Ce type de deuil entraînerait la disparition de l'image du défunt et le souvenir de celui-ci correspondrait à cette disparition. Annie Dupéré en témoigne. Je n'ai aucun souvenir de mon père et de ma mère. Le choc de leur disparition a jeté sur les années qui ont précédé un voile opaque, comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans le cas d'un deuil traumatique, le corps de l'endeuillé servira en quelque sorte de tombeau au défunt, ce qui implique qu'il vivra à la place du disparu, voire vivra le disparu, vivra en disparu ou disparaîtra lui-même, comme l'a très justement souligné Laurie Lofer. Tout ceci, bien sûr, dans l'objectif de conserver en mémoire le défunt, de ne pas se séparer de lui en quelque sorte. Face à ce cas de figure, si l'endeuillé est en trop grande souffrance ou est submergé par ses émotions, un travail sur lui-même sera nécessaire avec un accompagnement thérapeutique. Voilà, nous avons fait le point, loin d'être exhaustif sur la question du deuil. Aussi, si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour faire un point sur la solitude. Celle-ci, en effet, peut être pesante en prévision des fêtes de fin d'année. C'était Isabelle Petit. Si ces problématiques vous pèsent et que vous ressentez le besoin d'en parler avec moi, je serai ravie de vous accueillir. Contactez-moi en message privé pour plus d'informations. En attendant, prenez bien soin de vous.